Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans COD sans filtre, une nouvelle émission des programmes de Dakan Média. Comme vous pouvez le voir, on parle aujourd'hui en français. On avait fait le choix éditorial de commencer avec le Bambara pour essayer de marquer de notre empreinte cette chaîne avec une langue locale, afin de nous faire comprendre par le plus grand nombre de citoyens du Mali et de bambaraphones, on va dire. Mais il y a une évidence qui est là, c'est qu'il faut aussi chercher à s'adresser à toutes les populations qui vivent au sein de l'AES, qui vivent sur le continent africain et qui vivent dans le monde entier. Et pour ça, la langue française, et peut-être des fois on aura l'occasion de parler peut-être en anglais, qui sait, on ne sait jamais. Eh bien, tout ça, c'est des moyens de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Donc, le podcast COD sans filtre, il se fera souvent en français, quelquefois en bambara. Mais l'idée, c'est vraiment de varier les langues pour toucher le plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, dans ce premier épisode de COD sans filtre, on parle du Sahel, on parle de la nouvelle géopolitique qui est en cours dans l'Afrique de l'Ouest et qui interroge beaucoup. Pour cette raison, on a invité deux personnes qui vont se présenter dans quelques instants pour parler de ces nouvelles dynamiques qui sont en train de se dérouler sur le continent africain. On va parler bien sûr des enjeux autour du Sahel. On va également parler des relations entre les États du Sahel et la Russie, les relations entre les États du Sahel et d'autres puissances dans le monde, les États-Unis, la Chine, et également de l'avenir de cet espace tel qu'il est aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, on y va. COD sans filtre. Alors, je le disais en début d'émission qu'aujourd'hui, je reçois deux personnes qui vont venir échanger avec nous. Et je vais les laisser se présenter. Je vais donner la parole d'abord à Badi Aïdara qui va se présenter pour nous. Bonjour COD, merci pour l'invitation. C'est normal. Nous sommes très très ravis de voir la qualité des installations. Ah ouais. Merci pour l'accueil. Et il faut dire aussi que nous avons eu l'honneur d'être les premiers invités de Dakan Média pour cette première émission. Je suis Badi Aïdara. Pour ceux qui nous suivent, on intervient déjà dans les différents médias. Je suis statisticien de formation. Je me suis spécialisé en tout ce qui concerne le big data, l'intelligence artificielle, voilà à peu près. Ok. Et toi, Asseydou? Bon, écoute, félicitations. Je tenais à te féliciter parce que les premières émissions, nous les avons suivies sur les plateformes qui ont été excellentes. Merci. Et les images, les déroulés, le contenu sont d'une richesse sans pareil, bien sûr. Et aujourd'hui, on est présent sur le plateau pour te féliciter. Nous sommes très heureux et ravis d'être parmi les invités aujourd'hui. Je suis Asseydou Maïga, je suis gestionnaire de formation et consultant politique à des heures perdues. Je ne dirais pas à des heures perdues, mais pour compléter un peu. On t'a vu sur beaucoup de plateaux quand même, hein? Voilà, j'ai été sur beaucoup de plateaux pour discuter un peu des sujets de la nation, sur le plan politique, social, sécuritaire, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis ravi d'être sur ton plateau pour essayer d'échanger. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi, je suis très heureux de vous recevoir et comme on le disait en début d'émission, le Sahel, il a longtemps été considéré comme une sorte de périphérie qui ne servait pas à grand-chose, où il n'y avait que de la pauvreté, où il n'y avait pas énormément de sujets, de discussions. Mais on le voit depuis quelques années, et particulièrement depuis l'installation de ces différentes transitions dans le Mali, au Niger, au Burkina également, qui a un regain d'attention de la part de beaucoup de pays dans le monde et aussi de la part de la presse, des médias. Moi, je m'interroge des fois, j'ai mon idée bien sûr, mais j'aimerais savoir, à votre avis, pour vous, pourquoi est-ce que le Sahel est devenu un enjeu aussi stratégique? C'est quoi qu'il y a derrière tout ça? Il y a beaucoup de gens qui parlent de différentes raisons. On parle d'énergie, on parle de ressources, on parle de positionnement militaire. C'est quoi en fait la réalité de tout ça? Pas dit. Bah, écoute, le sujet est tellement vaste. On peut parler de regain, mais ce n'est pas dans les années 2010-2012 ou même maintenant, forcément,
que le Sahel est devenu un enjeu stratégique. Je pense que ce qui a changé récemment, c'est qu'on a eu des personnes qui sont arrivées à la tête de ces États, qui ont voulu toucher à un certain nombre de dossiers structurels. C'est ce qui a fait que le grand public voit de manière plus évidente les enjeux qui se discutaient, qui étaient échangés dans des milieux plus restreints, plus privilégiés, qui faisaient que le citoyen lambda, qui n'était pas au fait, qui ne suivait pas de très près ces choses-là, ne pouvait pas voir le lien direct entre les grands discours officiels et ce qui se passait à l'intérieur. Sinon, si on peut donner un acte fondateur qui témoigne de l'importance du Sahel, c'est l'OCRS. Ça date de 57-58. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu les colonisations et l'avancée vers le nord, que les Européens n'ont jamais su bien dominer, comme ça a été le cas du fait de la géographie et du climat de la zone. Donc, depuis l'époque, il y avait déjà des estimations, des approches scientifiques qui ont permis d'estimer grosso modo les enjeux de la zone, de qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, à partir de là est né le projet d'OCRS. C'est quoi l'OCRS? L'OCRS, c'est l'Organisation commune des régions du Sahara, pas Sahel, du Sahara. Donc, c'était censé être une entité géographique qui comprend une grande partie du Mali, du nord du Mali, une partie de l'Algérie, une partie du Niger, une partie du Burkina et une partie du Tchad. C'est pour ça qu'on parle de Sahara. Et les Français, dans leur logique de se projeter, avaient imaginé ça jusqu'au Soudan, jusqu'à la Corne de l'Afrique, Éthiopie, etc. Vous voyez un peu, parce que la bande du Sahara, ça traverse toute la partie. Nous, on est dans le Sahel, mais quand on dit Sahara, c'est plus étendu. Donc, à partir de là, la France a commencé à essayer de mettre en place une organisation pour avoir des entités autonomes en vue de contrôler ces entités-là en termes de gouvernance politique pour être l'arrière-cour de la France, peut-être même des territoires outre-mer de la France. Mais pourquoi les contrôler en fait? Les contrôler pour quelle raison? Mais les contrôler pourquoi? À partir du moment où ils ont fait des cartographies, des estimations sur la nature de ce qu'on peut trouver sur les différentes ressources rares, forcément il faut trouver. Il y a vraiment des ressources rares là-bas? Comment ça, il y a vraiment des ressources rares? Lesquelles? Oui, il y en a. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être je vais passer la balle à Sédou, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de ressources au Mali. De toutes les façons, quand on regarde l'immensité des richesses en Algérie et ce qui se passe au Niger, c'est la même géographie, c'est les mêmes terres, c'est les mêmes roches, c'est les mêmes histoires de sédimentation et de proximité géologique. Donc, il va de soi que les réserves sont connues. Mais en réalité, ce qui les intéressait, ce n'était pas leur exploitation dans l'immédiat, mais c'est de s'assurer qu'ils contrôlent l'agenda de leur exploitation, de qui sera partenaire et des conditions de ces partenariats-là. Donc, du coup, c'était vraiment dans cette logique. Et De Gaulle disait à l'époque que ça va leur permettre d'avoir une profondeur stratégique sur quelques siècles à venir. Ok. Donc, Badi, toi, tu penses que c'est juste les ressources ou il y a autre chose dans l'enjeu au Sahel? Le gros enjeu, en fait, c'est toujours les ressources. C'est toujours les ressources minières et même les ressources humaines, parce qu'il y a des ressources humaines qui peuvent être profitables aux colons. Il y en a qui ne peuvent pas. Les plus résistants, ils ne vont jamais les accepter. Et ceux qui ne sont pas résistants ou ceux qui voient un certain intérêt projeté par le colon vont les accompagner pour essayer de céder le territoire sans se rendre compte que, en fait, comme l'a dit Badi, il y a un agenda qui était déjà établi depuis bien avant, je crois, avant les indépendances, avec leur cartographie qu'ils ont déjà en main. Le Nord, ils savent où il y a quoi, où se trouve qui, tout ce qu'ils peuvent prendre. Et parce que, en fait, les pays développés, comme on dit, c'est des pays qui font des prévisions sur des années, 25 ans, 30 ans, surtout pour des ressources aussi rares que les terres rares, comme vous dites, que ce soit le pétrole, l'uranium ou
même les eaux, les ressources, comme on dit, il y a des agendas qui étaient déjà établis. Maintenant, pour que ces agendas-là puissent se dérouler comme ils veulent dans le temps, il faut avoir un certain contrôle politique sur le territoire pendant des années. S'ils ne contrôlent pas les différents dirigeants, les différentes structures qui dirigent un pays, même si le pays est indépendant de 1960 à 2026, ça ne pourra pas permettre à leur agenda de se dérouler comme il le faut. Donc, concours de circonstances, je pense qu'il y a eu des mouvements rebelles, des mouvements terroristes qui les ont permis en fait d'avoir aussi un certain contrôle, parce que s'il y a des terroristes qui occupent le nord, certaines parties du nord pendant 10 ans, l'État central aura d'autres préoccupations que de penser à exploiter ou développer. En tout cas, ils auront des freins. Donc, ça va leur permettre de toujours pousser leur agenda, de se dérouler comme ils vont sur les 15 ans où il y a une phrase de ATT que j'avais vue dans une interview où il disait que ça permet de gagner du temps à ceux qui ne veulent pas encore exploiter ça, de garder ces ressources-là. Voilà, absolument. Je crois que c'était ATT ou Shogel ou quelqu'un. C'est bien ATT. C'est ATT, voilà. Il a même, je pense qu'il a même énoncé, il a même annoncé la venue prochaine d'une éventuelle exploitation du pétrole du Nord. Ce qui peut-être a dû le coûter cher, en quelque part, on ne sait pas, parce que si il se décide de lui-même de manière unilatérale qu'il va bientôt commencer à exploiter le Nord, le pétrole qu'il y a au Nord, ça va les toucher, ça va les déranger. Donc, il devient déjà quelqu'un de dérangeant. Donc, s'il y a une rébellion ou bien une forme de banditisme qui commence à se lever, ils vont l'encourager pour essayer de le stopper net, pour donner cours à leur agenda comme il le faut. Donc, la lutte contre le terrorisme, pour vous, c'est pas l'objectif essentiel, c'est plutôt un agenda bien plus ancien, de contrôle des ressources, de maîtrise du territoire. Voilà, on a toujours dit, cette histoire de terrorisme ou de djihadisme cache plus d'intérêt économique même que intérêt idéologique ou bien religieux, etc. On a prêté cette histoire de terrorisme à des musulmans alors qu'il n'en est pas du tout le cas. Tout ce que ces gens-là font n'ont rien à voir avec la religion. C'est devenu une razzia économique, c'est devenu du pillage, c'est devenu de la destruction de biens publics, c'est devenu la destruction de certaines infrastructures qui permettent de commencer à faire des études du sous-sol. Donc ça veut dire qu'il y a des objectifs. Il y a une carte très intéressante là que je veux faire passer aux téléspectateurs et qui montre en quelque sorte la cartographie des différents blocs du pays et des blocs dans lesquels on retrouve beaucoup de ressources. Je crois que le statisticien Badi, qui est là, pourra nous parler un peu de cette carte-là. Oui, en réalité, c'est l'état de toutes les études qui avaient été faites sur le sujet en 2010. C'est une carte de 2010, hein? Oui, en 2010. Il y avait une structure à l'époque qui était chargée de la promotion de l'exploitation des produits pétroliers, je crois, ARAUP ou un truc de ce genre, qui ont fait OREP, voilà, c'est ça, OREP, qui a fait une étude en 2010 en partenariat avec des structures en France, justement, et on se rend compte qu'il y a pas mal de blocs pétroliers. Grosso modo, le pétrole va du nord jusqu'à la zone de Nara. Donc, on va compter à peu près 3 à 4 bassins pétroliers. En fait, ce qu'il faut comprendre, on trouve le pétrole généralement dans des endroits où il y avait l'eau il y a des millions d'années. Et cette infiltration de l'eau de la mer crée des couches de sédiments qui se structurent, qui se composent, qui se forment pour donner le pétrole, mais c'est un cycle très long, des millions d'années, des milliers d'années. Donc, ce qui fait que on sait historiquement que les zones désertiques étaient des zones où il y avait l'eau avant, il y avait la mer, et donc, quand on dit avant, on ne parle pas d'il y a 1000 ans, ou il y a 1500 ans, c'était il y a très longtemps. Et donc, ça concerne une grande partie du Mali. Donc, les spécialistes estiment jusqu'à 70 à 80% de zones sédimentaires du territoire malien, qui sont des zones sédimentaires. Donc ça, c'est vraiment, en réalité, le simple état de l'art actuel.
Ça veut dire que si on fait davantage l'exploration, on va voir davantage qu'il y a autre chose. Un point important sur cette carte, ce n'est pas que des questions de pétrole, COD. Il y a la question du gaz. Ouais. Je vous prends l'exemple du bloc 4. Le bloc 4, à lui tout seul, un seul bloc. Le bloc 4, parmi il est au nord, ouais, il est un sud, peu au-dessus de Tombouctou. au-dessus de Tombouctou. Au-dessus de Tombouctou, Ok. plus proche de la frontière mauritanienne. Ça a l'air d'être le point violet, là. Exactement, le bloc Ouais. violet, je crois. C'est Ouais, bien ça. ouais. Rien que ce bloc, alors c'est des estimations macro, hein, mais ça donne des ordres de grandeur. Sur ce bloc, il y a à peu près 413 milliards de mètres cubes estimés de gaz. Carrément. Est-ce que vous connaissez, Asseydou, la production de gaz de l'Algérie, une estimation annuelle? Si tu peux me donner un chiffre, sachant que ce seul bloc 24 a un potentiel de 413 milliards de mètres Je cubes. pense qu'ils sont à plus de 10 millions. Hein. Ouais, 10 milliards. À peu près, l'Algérie, entre 9 à 10 milliards de mètres cubes par an. Donc, je pense en 2025 qu'ils étaient autour de 9 à 10 milliards de mètres cubes par an. Donc, comparez cela au potentiel qui existe uniquement sur le bloc 4. Et vous savez que beaucoup plus vers le nord, vers produire, la Mauritanie. exactement. Et ça, c'est une grande opportunité pour la production d'électricité aussi, qui peut se faire aussi avec le gaz. Donc, pour finir sur cette carte, c'est pour montrer que les enjeux, c'est le gaz, le pétrole et aussi l'uranium, dont ne parle pas le document, pour lequel il y a moins d'avancées d'études par rapport à ce qui concerne le gaz et le pétrole. Et donc, c'est un peu ça. Et pour ceux qui nous écoutent, oui, il y a du pétrole au Mali. Ce n'est même pas un scoop en réalité. C'était soupçonné depuis les années 60 en réalité. Mais les fouilles, les différents types d'études aéroportées, de gravimétrie et autres, de techniques magnétiques ont été faits entre 2000 à 2010. Pour ne pas t'arrêter, tu sais, quand on était jeune, durant l'enfance, quoi, à Gao et autres, on a côtoyé souvent des anciens du quartier, souvent dans leur causerie, parce que c'est des gens qui ont eu à travailler souvent avec certaines sociétés. Bon, je voudrais taire les noms. Dans le temps qui ont existé dans la zone de Tombouctou, Kidal, etc. Quand ils causent avec les gens en ville, ils disent qu'ils ont vu du pétrole. Ils disent qu'ils ont vu. Il y en a qui disent, hein, il y en a qui disent mais carrément. on les prend pour des menteurs quand on leur dit, bon, écoute, toi là, tu sais, parce que tu as travaillé avec les blancs, les trucs là, tu viens nous raconter ta vie. Il dit ça, hein. Il dit non, vous avez juste vu de l'eau sale ou des trucs là, vous dites que vous avez vu du pétrole. Mais en fait, c'est maintenant que les choses évoluent là, qu'on se rend compte que en fait, ce truc là est réel. Ouais. Et il y a de cela longtemps, ces gens-là ont fait des études, ils ont découvert, ils ont vu les potentialités de tout ce qui se passe là-bas. Ils ont décidé de garder ça pour eux. Comme l'a dit Badi au début, bon, il faut un agenda pour que le bon moment pour venir s'imposer à l'État central pour dire voilà, comme ça on va exploiter. Ils vont dire que bon, on va faire des études, ça coûte des milliards. Mais en fait, les études là, ils les ont déjà fait. Ils vont maintenant récupérer beaucoup plus ce qu'ils ont investi dans le temps, où on ne les a pas donné l'autorisation de le faire, rien du tout, parce qu'ils sont venus sous des prête-noms de certaines sociétés qui sont là pour faire des forages, je ne sais pas quoi. Ouais. Alors que ce n'était pas ça l'agenda. Comme dit tout le monde ici, il n'y a pas de hasard. L'Algérie a du gaz, l'Algérie a du pétrole. L'Algérie est voisin avec le Mali. Donc, toutes les chances sont bonnes pour qu'il y ait les mêmes ressources du sous-sol algérien sur le sous-sol malien. Donc ça il n'y a pas de débat. Ça démontre à quel point l'enjeu il est beaucoup lié à l'économie, aux ressources naturelles. Voilà, c'est lié à tout cela et c'est lié aussi au commerce. Bon, au commerce. Il y a beaucoup de trafic aussi quand même. Qui a toujours existé et le trafic de haut niveau. Oui, voilà. Il y a beaucoup de trafic. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même des airs cocaïne carrément dans le pays. C'est un chemin, ça c'est le chemin le plus inédit pour le narcotrafic. Ouais. Ça arrange qui? Ça arrange ceux-là qui font transiter leur... Je lisais une étude récemment même qui expliquait que depuis
que Donald Trump et les États-Unis ont accru la pression sur les narcotrafiquants en Amérique latine, qu'il y a beaucoup de ces trafics-là qui essayent de venir installer des unités de production en Afrique de l'Ouest de manière générale. Wow. Donc ça veut dire que dans les mois, les années à venir, là, il y a beaucoup de choses. On va en reparler plus tard quand on va reparler peut-être des États-Unis et de ceux qui tentent... Mais je ne sais pas si tu as suivi ce qui s'est passé au Maroc il y a quelques semaines. Un trafiquant dit être malien, en tout cas qui a la nationalité malienne, qui avait été arrêté il y a plusieurs années. Je crois que le procès a dû durer entre 7-5 ans ou je ne sais pas. Il a duré un peu. Effectivement. On sait que c'est des personnalités très connues des milieux d'affaires marocains qui sont impliqués dans cette affaire. Des officiels, des grands hommes d'affaires. Le trafic, c'est vraiment aussi des acteurs de premier plan. Un problème très sérieux. D'ailleurs, en 2012, les différents accords qui ont eu lieu, je me réfère au livre de l'ancien ambassadeur d'Alger à Bamako de 2009, je crois, à 2015, qui est un grand artisan de l'accord d'Alger. Il disait dans son livre, dans une partie très importante, il dit, à l'approche des discussions, il y a eu quelques attaques ci et là, et que cela ne relevait pas tant des inimitiés entre l'armée malienne et ses mouvements rebelles, mais c'était des symptômes des discussions sur des sujets de trafic, de que va devenir, comment on va gérer ce trafic, essayer d'obtenir des accords, des passe-droits, pour que le trafic puisse continuer, quoi. C'est-à-dire que en réalité, l'enjeu de la question des routes, de ces enjeux-là en termes d'argent, en termes de manne financière, comme il a dit, trafic de haut niveau, c'est quelque chose qui est très important et qui est déterminant dans la discussion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va vouloir se réunir pour régler l'équation, les grands cartels, les grands enjeux de blanchiment d'argent, de trafic de Marlboro, de tout genre de produits, c'est une donne de l'équation qui a une influence sur les différents acteurs. Qu'est-ce que tu en penses à ces... Absolument, c'est bien ça. D'ailleurs, pour essayer de corroborer ce que tu dis, il faut juste se rappeler de ce que le président Amadou Toumani Touré a dit à l'époque. Il a dit que la situation, le problème de la bande sahélo-saharienne n'est pas seulement malienne. Elle concerne tous ces pays-là qui partagent cette bande en commun parce que notre pays est victime d'un trafic qui passe par là et qui a déjà pris pied dans cette zone du Nord. Et voilà, les résultats, malheureusement, les résultats aujourd'hui, on le voit. Non, c'est clair. Tous ces pays-là sont victimes de ce fameux terrorisme-là qui vient d'où. On ne sait pas. Alors, c'est ça, ils ont mis pied un peu partout. Et il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas que les trois pays-là aujourd'hui qui sont victimes. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de pays africains qui sont dans le collimateur de ces groupes armés, terroristes-là, trafiquants de drogue, etc. etc. Non, c'est un enjeu extraordinaire. Ils sont prêts à tout pour se frayer un chemin, pour occuper l'espace, faire passer leurs marchandises comme ils le veulent. En fait, c'est ça le drame, c'est ce qui est tragique. Si on ne peut pas distinguer cela et trouver les vraies voies et moyens pour en lutter ou bien essayer d'endiguer, on a du chemin à se faire, malheureusement. Non. En fait, c'est ça le problème. On a bien cerné le problème. Je crois qu'on comprend maintenant qu'il y a des enjeux étatiques, des intérêts d'États étrangers, des intérêts d'organisations criminelles. Et tout ça a explosé en quelque sorte avec la chute de Kadhafi. Ça, tout le monde en parle. On est depuis maintenant... plus d'une décennie, dans une crise extraordinaire dans laquelle le Mali a essayé plusieurs stratégies. Aujourd'hui, on est un peu dans une nouvelle dynamique avec un partenariat entre le Mali et la Russie. Et dans cette dynamique-là, j'aimerais qu'on essaye un peu de faire le point. Comment est-ce que vous voyez le partenariat entre le Mali et la Russie? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme des choses qui ont changé depuis 2021 et le renforcement de ce partenariat? Qu'est-ce que vous voyez comme étant, par exemple, des succès
qu'on a pu enregistrer avec ce nouveau partenariat avec les Russes et quelles sont les limites que vous voyez dans ce partenariat et qu'est-ce qu'il faut rajouter à tout cela, de quoi on a besoin dans la dynamique Russie-AES. Je ne parle pas simplement du Mali, Russie-AES. Qui veut commencer? Vas-y, assez doux. Ouais. Disons, la question a été longue, mais bon, Ouais. tout ce que je sais, c'est que il y a une partie de la réponse dans ta question, c'est les résultats obtenus, les exploits de cette coopération militaire avec la Russie, parce que de un, c'est quelque chose qui a permis de prendre de manière souveraine cette lutte contre le terrorisme là de manière très importante et de tout de suite engager des combats, de se donner les moyens sur le plan militaire national, sur le plan politique, d'engager vraiment ce combat de lutte contre le terrorisme. Et la Russie est venue vraiment comme un partenaire de manière concrète et a apporté, c'est vrai, son expertise militaire, etc. Sur le plan militaire, équipement. Ça nous a permis de pousser, ça nous a permis vraiment de tenir, de mettre face à ces gens-là sans compter sur une autre armée, compter sur notre propre armée, notre propre engagement à vouloir buter le terrorisme sur le territoire national. Et depuis là, c'est ce qui existe, c'est ce qui évolue, c'est ce qui donne certains résultats, c'est ce qui démontre à quel point notre armée est présente partout, qui est en train de les chasser, de les suivre là où ils sont, les déterrer, les détruire partout où ils se présentent, où ils ont eu à commettre des exactions. Donc, c'est ce qu'il faut saluer de la coopération Mali-Russie. Ça nous a apporté beaucoup sur le plan militaire, ça nous a apporté beaucoup sur le plan de cette lutte implacable contre le terrorisme, avec une souveraineté respectée, avec une garantie de l'intégrité du territoire national et le respect d'État à État entre les deux pays. On n'a pas lié amitié avec un pays qui veut nous donner des leçons, qui veut nous dicter comment il faut faire, qui crée des frustrations. C'est vrai que souvent, l'État du Mali même insiste beaucoup sur cette notion de partenaire sincère. Partenaire sincère. Et les trois principes. Ça a été dit, voilà. Ouais. Le ministre des Affaires étrangères ne cesse de le répéter chaque fois. Ouais. Le président, d'ailleurs, à chaque fois que l'occasion se présente, le rappelle. Et c'est dans cette dynamique-là que nos pouvoirs politiques sont en train d'œuvrer pour lutter contre le terrorisme, essayer de ramener le pays dans une paix durable pour le bien des Maliens. Pour la petite anecdote, avant de passer la parole à Seydou, moi je me souviens d'avoir échangé avec certains diplomates et à chaque fois que j'échangeais avec eux, je sentais que le mot partenaire sincère, ça les blessait. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi on tenait au mot sincère. Et est-ce que ça veut dire qu'eux n'étaient pas sincères? J'ai dit, mais pour moi, en réalité, il y a un sens à ce mot quand même. Ouais. Il faut chercher à le comprendre et il faut faire une introspection quand même pour se rendre compte du niveau auquel le Mali était plongé. Même pour obtenir du matériel qu'on a déjà acheté, il fallait qu'on ait toutes sortes d'autorisations, toutes sortes de laissez-passer. Et des fois qu'on n'obtenait même pas. On n'a jamais eu. Qu'on n'obtenait même pas. Donc, cette notion-là, ça a beaucoup joué. Et je crois que dans la relation entre la Russie et l'AES, là, la principale dominante, ça me semble être la dominante militaire, n'est-ce pas, Badi? Vous savez, des fois, je vais prendre le sujet par le bout de certaines fameuses formules qu'on entend. Vous étiez avec X, vous allez sur Y avec Y, et c'est un changement de maître. Ok. D'ores et déjà, il faut qu'on rappelle à nos jeunes, à nos populations, qui est qui. Vous savez, en géopolitique et en diplomatie, il y a les concepts de pays amis, pays neutre, pays ennemi ou pays belligérant.
il faut savoir que même au moment des colonisations, des luttes de décolonisation et autres, en pleine guerre froide, il y avait le bloc occidental d'un côté et la Russie en face. En gros, les États-Unis et la Russie en face, et les autres pays étaient alignés par rapport à ça. Alignés comment? Alignés idéologiquement sur un certain nombre de valeurs. C'est ce qu'on appelle le consensus de Pékin et le consensus de Washington. Le consensus de Washington... Ah oui, il nous fait un vrai cours d'histoire. Hein. Le consensus de Washington, c'est quoi? Ok. C'est deux manières de voir le monde et les rapports entre les États. Le consensus de Washington dit l'ordre naturel, c'est les valeurs démocratiques, libérales, capitalistiques qui se produisent dans le monde européen blanc. Et donc, pour que le capitalisme et autres, que le monde puisse se développer, il va falloir nécessairement homogénéiser notre mode de gouvernance pour adopter cette démocratie moderne d'inspiration libérale. Donc, eux, ils vont être contre tout pays qui veut se gouverner autrement que par cette manière. Okay. Donc, il y aura des guerres, et c'est là qu'ils sont venus avec des concepts de dictature, de droits de l'homme, d'un certain nombre de valeurs dites universelles, que si eux, seulement eux, considèrent que le pays ne respecte pas, eh ben, tu as un ennemi à abattre. La traduction concrète de ça, c'est l'Iran. Maintenant, pour revenir à ta question, pour le changement de maître, tout le monde a vu ce qui s'est passé en Libye. Tout le monde a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Pourquoi je donne ces deux exemples-là? Et en Syrie, je donne le troisième exemple. Normalement, Kadhafi, au moment où les Européens, ses anciens amis ont essayé de l'attaquer, les États-Unis, l'Angleterre et la France, il n'était pas en de bons termes avec ni la Chine, ni la Russie. Donc, ils sont allés au Conseil de sécurité, ils ont coiffé Kadhafi en son absence. Ils ont coupé tous ses cheveux, ils ont bien rasé le crâne. En Bambara, oui, je suis tout l'union mangala. Kala brillé kanye. Kasroka tagakama. Et donc, une fois qu'ils ont fait tout ça, les Russes avaient donné leur aval. Vous allez voir là où je vais en venir. Les Russes avaient donné leur aval, c'est passé. Côte d'Ivoire, même chose. Gbagbo n'avait pas une alliance stratégique avec un des membres du Conseil de sécurité avec lesquels ils partagent le même objectif. Quel est cet objectif? Lavrov l'a dit au Niger il y a quelques jours, en prélude des rétablissements des liens. Il dit, ce premier Conseil des ministres conjoints des affaires étrangères, AES, Russie, Conseil des ministres conjoints. Donc c'est un niveau de coopération différent. On peut même s'attendre à un conseil de ministres complet qui va au-delà des ministres des Affaires étrangères. Et il dit, l'AES et la Russie sont d'accord sur une chose. Ils ont un objectif commun. Faire lutter contre la domination impérialiste occidentale qui veut faire sombrer le monde dans un chaos international et dans des agressions et des violations abusives. Et que l'AES et la Russie veulent mettre fin à ce système pour que, il a dit, nos chers amis et nos homologues occidentaux puissent comprendre que le monde qu'ils avaient toujours organisé, imaginé, n'est plus possible. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les BRICS. Ça, c'est la dédollarisation du monde sur les aspects économiques. Ça, c'est aussi sur les aspects militaires. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà même du fait qu'ils nous donnent des armes... Les BRICS, juste... les BRICS, pour que les téléspectateurs le comprennent, c'est un regroupement qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud
et d'autres pays. Maintenant, on parle même de BRICS+, parce BRICS+. qu'il y a l'Arabie Saoudite, je crois. Ouais. Il y a des pays qui ont des statuts d'observateurs. Donc, il y a d'autres pays. Je crois qu'il y a 3 nouveaux pays qui sont en train de taper à la porte. D'autres ont été intégrés à différents statuts. Ouais. Mais on parle déjà de BRICS+. Parce que ce n'est plus ces BRICS-là. Et donc, pour revenir à la Russie et l'AES, donc au-delà du militaire, toi, tu évoquais l'aspect diplomatique. Oui. Rappelez-vous... Et idéologique aussi, on dirait. Oui, rappelez-vous de la question de porte-plume du Mali au Conseil de sécurité aux Nations Unies. Rappelez-vous, il y avait une membre de la société civile qui était allée témoigner sur ce qui se passait dans le contexte de la MINUSMA et du renouvellement du mandat de la MINUSMA. En réalité, tu ne peux pas te sortir de ce carcan d'un membre du Conseil de sécurité sans que tu n'aies des alignements stratégiques avec d'autres membres du Conseil de sécurité. Ça fait quoi? En ce qui nous concerne, le Conseil de sécurité est gelé. C'est-à-dire on ne pourra plus nous imposer des interventions sous le sceau des conseils de sécurité qui s'imposeraient à nous. Tout cela est gelé. Et donc, au-delà de nous donner des armes, ça nous a donné notre autonomie stratégique et ça nous permet de combattre. Et je sors là-dessus. Sincérité, Patrice Talon, Emmanuel Macron, lors d'une visite d'Emmanuel Macron à Cotonou, ils ont fait une conférence de presse. Et lors de la conférence de presse, à notre grande surprise, Talon dit qu'ils ont commandé des armements et autres avec la France, ainsi que l'Union européenne, qui ne se comprennent pas depuis 2-3 ans. Il dit ça dans un contexte où le Bénin commence à être attaqué au niveau de ses frontières. Rappelez-vous qu'il y a eu pas mal d'attaques de camps là-bas et avec des dizaines et des dizaines de morts. Et il dit, on ne comprend pas. Et je vais vous donner la réponse de Macron dans les grandes lignes. Macron dit, ok, ça c'est la preuve même de l'insincérité. Je n'ai pas de sincéromètre, mais ceux qui nous écoutent auront l'occasion de juger. Macron dit oui, effectivement, nous avons reçu cette demande. Vous avez formulé des besoins par rapport à des armements, mais ces besoins-là, ce n'est pas très clair. Et comme ce n'est pas l'armée française, l'État français qui vend, les industriels français vendent. Donc l'armée, l'État est intermédiaire et que ces industriels auraient dit que la demande n'est pas assez claire, l'armée béninoise n'est pas assez professionnelle pour faire un cahier de charge digne de ce nom, et que, en attendant, tu peux compléter l'histoire si tu veux. Allez, vas-y. Non, mais c'est tellement drôle que eux maintenant, ils vont faire comme si c'est eux qui achètent, formuler le besoin, et quand ils vont l'acheter, ils vont louer, mettre à la disposition des Béninois pour qu'ils puissent se débrouiller avec. Il y a aussi l'avion Casa, etc. C'est ce qui justifie en fait leur présence. C'est comme ça qu'en fait qu'ils justifient leur présence de fait sur le territoire. Par quoi? Par le fait de dire qu'on n'est pas capable nous-mêmes de formuler des besoins. On n'est pas capable de formuler les besoins de manière professionnelle. Il se substitue à notre armée, à tout ce qu'on a comme militaires, des professionnels, des généraux, des gens qui sont formés comme eux dans les mêmes écoles. Parce qu'on a des officiers qui sont formés à Saint-Cyr, etc. C'est l'école par excellence de tous les officiers en France. On a des gens qui sont formés là-bas. Mais vous vous permettez de dire qu'on n'est pas assez professionnel pour formuler les demandes ou mettre en place un cahier de charges. Donc, nous allons vous le faire. Nous allons vous montrer comment ça se fait. Ils font venir leurs militaires sur le territoire. Comme par hasard, les attaques terroristes ont commencé. Et c'est eux qui vont lutter pour ça. Ah ben toi, tu penses qu'il y a un lien, quoi? Mais malheureusement. Et les attaques là, quand ça commence, c'est l'armée béninoise qui est peinée. C'est eux qui sont massacrés. Comme par hasard. C'est tellement bizarre ces histoires. Et c'est ce qui s'est passé avec nos pays. Quand on a décidé de taper du poing sur la table, 12 ans de présence militaire au Mali, mais on a l'impression que le terrorisme est nourri. Ça gagne du terrain, ça vient du nord jusqu'au centre, un peu vers le sud. Il y a quand même des questions à se poser. Pour un pays ou un dirigeant qui se soucie vraiment de son pays et de ses habitants,
Mais il faut poser la question à la personne qui est responsable de cela. Donc c'était essentiel, c'est normal qu'il faut mettre en cause ces relations, il faut taper du poing sur la table, il faut dénoncer. Pour en revenir un peu à la Russie, oui. On a parlé de l'aspect diplomatie, lutte idéologique en quelque sorte contre un système international qui est jugé injuste. Injuste, oui. On a parlé aussi de la coopération militaire, mais on ne parle pas beaucoup de la coopération économique, universitaire et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça peut aller dans ce sens-là, Seydou? Bon, historiquement, je sais qu'il y a déjà une coopération universitaire, je pense, qui a toujours existé avec le Mali. Oui, oui. On a même un de nos spectateurs, oui, que je salue ici, oui, qui s'appelle Yacouba Kolon Koulibaly, qui nous regarde depuis certainement Moscou. Ah, d'accord. Qui est là-bas, et j'en profite pour saluer tous les étudiants qui sont en Russie. Ouais, là-bas. On a un nombre de nos cadres maliens qui ont été formés là-bas depuis le temps. Effectivement. Depuis l'ex-URSS, bien sûr. Donc, je disais la dernière fois, je pense que juste avant le sommet de Lavrov et nos ministres des Affaires étrangères, je disais à un journaliste d'une télé que, parce qu'il a posé la question de savoir est-ce que la coopération sur le plan diplomatique, est-ce qu'il y a un lien avec le plan militaire ou économique? Je lui ai dit que c'est tout à fait normal et c'est le canevas normal des choses. Parce que diplomatiquement, c'est ce qui ouvre les portes à beaucoup de relations. C'est la porte d'entrée, la diplomatie. C'est la diplomatie qui écrit, qui met en place tous ces chemins. Donc, si le plan diplomatique est bien établi et que c'est ouvert, c'est étant assis, en échangeant que maintenant, économiquement, militairement, sur le plan formation universitaire et autres là, seront explorés, exploités, même sur le plan industriel, parce qu'il y a eu des... Mais sur le plan universitaire, il n'y a pas de filières spécifiques dont on aurait besoin. J'entendais le président évoquer la question nucléaire à un moment. Le président Assimi Goïta lui-même, et il disait qu'il faut plusieurs dizaines d'années, enfin 10 à 20 ans, oui, pour pouvoir maîtriser la technologie nucléaire, et qu'on a des étudiants, oui, qui vont là-bas pour apprendre la gestion du nucléaire et tout ça. Oui. Mais au-delà du nucléaire, il y a quel autre sujet sur lequel tu penses que les Russes peuvent nous aider sur le plan universitaire? Parce que souvent, on a un gros problème, c'est qu'on prend toutes les bourses qu'on nous offre au hasard comme ça, sans que des fois ce soit cadré avec ce dont on a vraiment besoin. Oui, mais ça a toujours existé. Même, ouais, sur le plan universitaire, par exemple, la formation, par exemple l'agriculture, ouais, l'élevage, etc. On peut aller se former, se performer là-bas pour pouvoir venir faire révolutionner l'agriculture au Mali. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a juste besoin de technicité et de main-d'œuvre qualifiée. Moi, je pensais surtout au gaz et au pétrole. Je pensais que tu allais aller commencer par ça. Parce que la formation, ça aussi, ça... Parce qu'ils ont des grosses boîtes, hein. On a Rosneft, Gazprom. Les plus grandes boîtes gaziers et pétroliers sont russes, presque. Ouais, ouais. La transformation du pétrole sur tous les plans, les différents engrais qui sont issus de la transformation du pétrole. Parce qu'en fait, nous, dans nos pays, là, on pense que du pétrole, on n'a que du gazole et de l'essence, ouais, pour pouvoir faire fonctionner nos motos et nos voitures. Alors qu'il y a beaucoup plus. Hein? Il y a, ouais, beaucoup plus. Dans les pays développés, il y a des industries qui sont là spécialement pour ça, pour la fabrication des engrais, etc. etc. Donc c'est tout ça là, la coopération russe devrait en fait nous permettre d'embrasser, d'avoir des ingénieurs qualifiés qui vont retourner au pays, mettre en place ces... Parce que vous l'avez dit, même si pour le moment, on n'est pas en train d'exploiter le pétrole qui est là, le gaz et autres qui sont là, on a tout à gagner à apprendre dès maintenant, oui, ça, et de former important sur 5, 10, 15 ans des gens qui vont maîtriser ça. Est très importante. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de gratter Badi là-bas, là, il a envie de parler. Depuis la reprise de nos relations, là, il y a un programme de 300 à 400. Je pense c'est la deuxième cohorte, je crois, ou deuxième ou troisième qui est en train de partir.
Et on parle de 300 jeunes chaque année. Okay. Et la particularité de ces bourses-là, c'est que c'est essentiellement les sciences de l'ingénieur. Absolument. C'est essentiellement des sciences de l'ingénieur. Donc, il y a très peu de domaines comme le marketing, la communication. Il y a très peu de secteurs tertiaires. C'est beaucoup de l'ingénierie. Maintenant, comme Assedou l'a dit, ce qui a fait défaut pendant toutes ces années, au-delà de ces programmes-là, que ce soit avec la Russie ou d'autres pays, c'est comment tout cela s'intègre dans les dispositifs RH de fonction publique, comment ces gens s'insèrent dans la fonction publique, quels moyens... Et même dans le secteur privé, parce qu'il faut pas... Oui, mais attends, quels moyens, quels dispositifs on donne aux gens pour qu'ils puissent venir intégrer la fonction publique et avoir les moyens et les prérogatives nécessaires d'amorcer un changement de mentalité, d'amener une nouvelle structuration de la fonction publique. La conséquence de l'absence de ça, c'est que c'est des compagnies étrangères à travers le monde qui profitent de ces compétences. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Maliens qui sont chez Total, Eni, des grands groupes qui pilotent des projets. Moi, je connais des Maliens qui sont des boursiers. Et moi, beaucoup sont des boursiers. Ah bon? Je connais des Maliens en plus, qui ont été des chefs de certaines parties de projets d'EPR, de Flamanville, la dernière technologie d'EPR qui est en train d'être faite. Il y a des Maliens que je connais. c'est quoi? EPR, c'est les nouvelles générations de centrales nucléaires, etc., à base de fission nucléaire qui existent. Je connais des Maliens, pour des raisons de conversation, on ne va pas dire leur nom, qui jouent des rôles importants, pas des manœuvres qui prennent du gravier pour aller faire quelque chose. Mais... Si vous avez des anecdotes comme ça, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mais le système de fonction publique n'a pas pris les dispositions nécessaires pour pouvoir pas seulement les intégrer, les trouver un poste. On peut les trouver un poste, ils sont là, mais leur impact ne sera pas visible sur la fonction publique. Donc il faut progressivement, ça c'est un appel que je fais aux autorités, aller vers des corps spécifiques et verrouiller certaines fonctions, ça ne va pas plaire à nos amis enseignants et autres, et verrouiller certaines fonctions à ces corps-là, des gens qui sont passés par ce type d'études, dans ce type de structures, qui sont à même d'occuper ces postes-là. Par exemple, les directions nationales de travaux publics, les structures techniques de scientifiques qui sont au niveau de l'administration, au niveau des universités, que ce soit réservé à ces gens-là, un certain nombre, ceux qui pilotent la politique énergétique, que ce soit ces gens-là. Et petit à petit... Il faut un plan de carrière, au-delà même du plan de formation universitaire. Parce que quelqu'un qui peut aller se faire 10 millions de francs CFA par mois pour travailler sur des explorations pétrolières en Arabie Saoudite, vous pensez vraiment, même s'il y a le patriotisme, que si on ne lui propose pas quelque chose de cohérent, qu'on ne lui donne pas la visibilité, il va venir. Jamais. Il ne va jamais venir. C'est clair. Et d'ailleurs, la Russie est un pays d'ingénieurs, un pays de techniciens, un pays scientifique. La technologie, je sors de là, la technologie sur laquelle se basent la plupart des centrales à fusion, le tokamak, est une création russe. Les seuls qui challengeaient les Américains sur les questions d'espace satellitaire, c'est les Russes. Ceux qui ont un grand savoir-faire là-dedans, c'est les Russes. N'y étaient les conséquences de la guerre froide, les Russes étaient devant les Américains dans la technologie spatiale. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand pôle de technologie. Mais on n'a pas vu la capacité de nos pays à observer cela. Je parle historiquement. Là, on se priorise sur l'aspect militaire et autres, même s'il y a des mémorandums qui ont été signés pour déclarer des intentions. Mais de toutes les façons, ce qu'on attend rapidement au-delà de ça, c'est quand on a montré les cartes là et autres et tous les enjeux, il faut qu'il y ait des écoles spécialisées qu'on puisse aller mettre au nord ou au centre pour que nos enfants... Ce n'est pas au moment où on commence à giser qu'on va former les gens. Ah, il faut prendre les devants, il faut qu'on soit dans l'anticipation. Voilà. Et ça m'amène, avant de boucler la page Russie-AES, parce qu'on a beaucoup parlé du Mali, mais on n'a pas beaucoup parlé des autres pays de l'AES. J'espère que dans les autres parties, on parlera un peu d'AES de manière générale. Wow. Mais ça m'amène à parler de la formation sur l'administration de l'État même.
Parce que moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi de la Russie, avec un territoire aussi vaste. Comment est-ce qu'ils arrivent à administrer ça de manière cohérente sans qu'il y ait d'effondrement d'État ou de crise majeure. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'on a besoin d'envoyer des gens pour apprendre aussi ce système de gestion, l'administration publique, l'administration d'État de manière générale. Maintenant, ça nous amène à l'autre partie du débat. C'est cette information qui est tombée du jour au lendemain, venue par la presse. C'est les États-Unis qui seraient en train de réfléchir au bombardement du JNIM sur le territoire malien. C'est venu comme ça, sans qu'on sache la logique qu'il y a derrière ça, et avec une réaction aussi du ministre Abdoulaye Diop qui laisse entendre qu'il n'y a aucun contact à ce sujet-là, en tout cas, sur ce sujet-là, entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Alors, vous, comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle? Comment est-ce que vous avez l'impression que les États-Unis cherchent à revenir au Sahel? Mais cette méthode-là, est-ce que c'est du Trumpisme à l'état pur? Est-ce que vous y voyez quelque chose? Comment vous comprenez tout ça? Oui, tu te rappelles de mon infographie sur le lithium là. De toutes les façons, on peut tirer un trait commun entre la guerre, la situation du Venezuela, Chili, Ukraine et Mali. C'est la question des terres rares. Ce qu'on appelle terres rares, c'est des terres où... C'est pas des terres rares en tant que telles, c'est nombreux... c'est beaucoup sur la terre, mais ça permet d'extraire un certain... Mais avant d'aller jusque-là, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ouais. Là, il y a une recomposition au Sahel. Okay. Le maître du jeu était la France, avec G5 Sahel et tous les Européens qu'elle a invités sous son leadership, avec la MINUSMA sous son leadership. Depuis à l'époque, les Américains avaient dit que non, le G5 Sahel, nous, on ne va pas mettre un copec, c'est une initiative de la France. Et puis, la question du Sahel, la sécurisation du Sahel, c'est nous qui pouvons nous en occuper. Et donc, et tu rajoutes à ça les enjeux du lithium, forcément, les Américains n'ont jamais... D'ailleurs, dès que la France est partie, ils ont commencé à montrer leur bonne volonté. Comme tu parlais de l'AES, le Niger n'a pas rompu avec les États-Unis sur un certain nombre de coopérations. Donc, du coup, les États-Unis offrent ces services. Maintenant, à nous de tirer ce qu'on peut en tirer sans se compromettre sur tout ce qu'on vient de dire. Ça passe à l'écran actuellement, sans se compromettre l'image de l'envoyé de Donald Trump, Nick Jacker, et d'Abdoulaye Diop. Et d'ailleurs, même, il y a eu un recentrage. On a vu la tournée de la partie africaine qui s'occupe de l'Afrique au sein de l'armée américaine pour montrer que, d'ailleurs, pour parler de cette information, il faut quand même faire attention. Parce que j'ai essayé d'aller à la source de l'information entre les sources primaires qui en parlent et les officiels de la diplomatie qui ont parlé, et ce qu'en fait les relais des médias francophones, c'est un peu différent. Quand tu regardes, tu vas à la source d'information, il n'est aucunement dit qu'ils veulent bombarder. D'ailleurs, certains médias occidentaux ont même titré, français, merci, ont même dit que Trump veut bombarder le Mali. En réalité, ce n'est pas ce qu'ils disent. Je crois que j'ai oublié le nom de la personne qui est de la diplomatie, qui a dit qu'ils sont disposés à aider les pays de l'AES à combattre le djinnim et les terroristes. Et que l'AES constitue un rempart contre le terrorisme, et c'est grâce à l'AES que le terrorisme n'est pas en train de se répandre, et qu'on devrait plutôt aider, s'inspirer des pays de l'AES et les aider pour cette situation. Mais Seydou, est-ce qu'il n'y a pas un peu de concurrence avec Moscou dans toute cette histoire-là? Parce qu'au départ, ils étaient en train de jouer la carte comme la France le présentait, c'est-à-dire forcer les États du Sahel à rentrer dans le rang, dans le moule. Oui. Mais aujourd'hui, avec l'état de la coopération avec Moscou, est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de... Peut-être que c'est stratégique, parce que les États-Unis aussi, ils sont malins. Ils ont fait une lecture de l'évolution de la situation au Sahel.
au Mali en particulier, depuis la présence de Barkhane, etc., etc., ils ont constaté de fait l'échec de la France au Mali sur la lutte contre le terrorisme. Parce que c'est eux, en empruntant un peu cette question de porte-plume, c'est eux qui ont soutenu et défendu que la situation est suffisamment pourrie au Mali pour demander la présence d'une certaine MINUSMA qui était là et qui n'a pas pu, en plus de Barkhane et cette communauté européenne qui était là sur le plan militaire. Donc les États-Unis ont constaté, ils ont vu l'évolution de tout ça. Ils ont vu aussi cette mise à la porte de la France manu militari par le Mali. Et la lutte, d'ailleurs, ils sont en train de saluer le courage, en fait, des pays du Sahel qui sont unis pour la lutte contre le terrorisme. C'est ça que moi, je pense que c'est ce que les Américains sont en train de nous démontrer. C'est aussi une manière de s'approcher. Parce qu'ils n'ont jamais cassé les relations diplomatiques entre nos pays. Badi l'a dit, avec le Niger, depuis le début, ils ont été là avec le Niger. Ils viennent, ils partent. Ouais, ils ont envoyé les experts diplomatiques, etc., pour discuter avec les autorités nigériennes. Peut-être parce que le territoire nigérien, c'est encore beaucoup plus stratégique, mais ils ont une vue d'ensemble sur les pays de l'AES. Et cette question de bombardement, moi, quand je l'avais appris, je me suis dit que peut-être que c'est comme le Nigeria où Trump avait décidé de mener des frappes. Peut-être c'est cela. Mais à la sortie de notre ministre des Affaires étrangères, qui a salué d'ailleurs, où il l'a rappelé, en disant qu'il n'y a aucun contact officiel sur ce sujet. Et il a rappelé que le Mali est un pays souverain. Son intégrité territoriale ne badine pas avec. Et le respect de notre pays aussi, on ne badine pas avec. Donc je pense que dans ce sens-là, les Américains, ils ne peuvent pas de manière unilatérale se lever et bombarder comme ça. C'est une manière de reconnaître en fait notre dynamique qui porte ses fruits. Le dynamique des 3 pays de l'AES qui ont décidé de se joindre pour lutter contre le terrorisme. Je pense que c'est ça. C'est pas pour te couper. Tu disais pourquoi maintenant les ANEFIS 25 avril. Merci. C'est ce qui s'est passé à Kidal. La semaine passée. Vas-y. Moi, ce que je veux justement, c'est ça. Moi, je pense que le 25 avril, s'est passé à Kidal, la négociation qui a eu lieu, la propagande et les fake news qui ont tendu à dire que y a une séparation, il y a une rupture, les Russes vont prier bagage. Et qu'est-ce qu'Assimi a fait après sa première rencontre officielle? C'est l'ambassadeur de Russie. Et on a appris par des indiscrétions que les 2 présidents du Mali et de la Russie ont eu à échanger directement. Et depuis, qu'est-ce qu'on remarque? Un renforcement davantage de la dynamique et la relation même a changé d'échelle. Donc, ils sont en train de se dire quoi? La Russie est en train de réussir. C'est-à-dire on est à un point de bascule. Si on continue encore dans cette logique, la Russie aura gagné définitivement et eux, leur offre sécuritaire ne sera plus vue comme nécessaire. Et même de l'autre côté de la France, on se dit, ah non, en 10 ans, on n'a rien donné. Nous, on va sur des 3 ans, 4 ans de relations avec la Russie. Il ne faut pas que ça marche. Et donc, ça, c'est très important. En fait, le 25 a changé radicalement et ANEFIS a changé radicalement. Avant, ils pouvaient dire que la Russie n'était pas un bon partenaire, mais avec les revers et les opérations et l'application, la participation des pays de l'AES sous la gouvernance de la Russie pour piloter cela, ils voient que c'est une réponse concrète. Et le pire, il ne faut pas que ça marche, parce qu'il y a des crises partout en Afrique. Je répète, il y a des crises partout en Afrique. Et les Africains veulent en finir. Il ne faut surtout pas que la Russie paraisse comme un partenaire sincère qui fait que les armées montent en compétence et arrivent à être professionnelles. Au lieu de se battre et de s'entraîner avec des bouts de bois. Et pour rajouter un peu à ça, franchement, je crois que le 25 avril, là, le 25 avril, ça a été quelque chose un point de bascule, comme tu le dis.
Je profite de ce moment pour présenter vraiment tous mes respects et toutes nos condoléances, je pense, à nous tous, aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans toutes les attaques et particulièrement dans celle du 25 parce qu'on y a perdu le ministre de la Défense, feu le général d'armée Sadio Camara. Donc toutes nos condoléances à toute la famille militaire et à la famille biologique de ces disparus. Mais je pense que ce moment-là a prouvé à tous ceux qui suivent le Mali de loin que cet État ne va pas s'effondrer comme ça, que ce pouvoir en place ne va pas s'effondrer comme ça et qu'il va falloir faire avec et nous aider avec sincérité. Ça a changé la donne avec l'Algérie. Vous avez vu que d'un coup, voilà, on s'est retrouvé à remettre nos ambassadeurs à leur place l'un et l'autre. Les États-Unis qui d'un coup se mettent à parler de plus en plus du Sahel et à dire qu'ils sont prêts à nous aider pour frapper le GNIM. Les listes de visas d'interdiction, le Mali, les pays de l'AES avaient été retirés. C'est ça. Rémi pu retirer. Alors il y a d'autres pays africains. Et donc on est vraiment de la sous-région. Et donc on est vraiment dans un moment où je crois qu'il y a un besoin de la part de nos États du Sahel même, de mettre en cohérence une stratégie réelle pour gérer ça. Parce que il faut pas non plus que voilà, on donne le sentiment que tout va changer du jour au lendemain et que parce que les États-Unis s'intéressent à nous, qu'on va soudainement tout changer dans notre démarche. On est avec les Russes comme tu l'as dit, et cette relation-là, elle compte beaucoup. Voilà, c'est cette dynamique-là qu'il faut saluer. La ligne qu'on a adoptée, on est toujours là-dessus. Pour ne pas t'arrêter ou bien pour t'accompagner, les États-Unis, je pense qu'au début, cette confédération ou bien des pays, cette alliance des pays du Sahel, je pense qu'ils n'ont pas pris au sérieux. Bien sûr. Ils étaient en train de regarder de loin. Ce n'est pas les seuls. Voilà, c'est pas les seuls, mais les États-Unis particulièrement. Mais quand ils ont vu le début avec la Russie, ils voient le déroulé, ils voient l'évolution de ces derniers temps. Je pense qu'ils ont compris que ces pays-là sont engagés de un. Ces pays-là sont en train de se faire respecter sur le plan de la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique. C'est quelque chose qu'il faut voir comme des partenaires d'avenir. Des pays, aujourd'hui, les États-Unis pensent qu'il faut prendre les pays de l'AES au sérieux dans cette lutte contre le terrorisme. Et je crois que Donald Trump, c'est le genre à ne respecter que celui qui se respecte aussi un peu, quoi. Qui se respecte et qui se fait respecter. Parce que lui, en fait, c'est carte sur table. Ouais. Non, c'est clair. Il faut saluer. Nous, on respecte cela, on salue et on reste toujours dans cette dynamique-là. On continue à encourager nos autorités, à rester toujours unis, soudés en tant que ces trois pays-là, objectif commun de lutte contre le terrorisme. Le reste est en train de venir au fur et à mesure. Mais alors, vas-y, termine. Pourquoi ils se sont réellement alliés reste et ça évolue dans une dynamique vraiment sincère. On a beaucoup parlé de la concurrence éventuelle entre la Russie et les États-Unis dans ce dossier du Sahel, mais il y a la Chine qu'on est en train d'oublier un peu dans tout ça. Et moi, je ne suis pas si sûr que ça, que les États-Unis soient uniquement en train d'observer Moscou. Je pense que tu l'avais abordé un peu, en quelque sorte, cette lutte pour les terres rares. Il ne faut pas oublier que Pékin contrôle aujourd'hui près de 60% des terres rares et de leur chaîne de production. Et comme par hasard, on va dire, ou plutôt comme on a pu le voir, les deux principales mines de lithium qui ont été ouvertes au Mali sont des mines qui sont exploitées par des opérateurs chinois, si je ne me trompe pas. Toi, tu es dans le secteur minier, Ganfeng, je crois. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté des Américains de réexister auprès des États du Sahel pour ne pas perdre la main sur toutes ces ressources-là et sur tous les contrats qu'il peut y avoir? Mais comme on a beaucoup parlé de la Russie, des États-Unis, ce serait bon qu'on revienne un peu sur la Chine, elle aussi. Qu'est-ce que recherche la Chine? Vous savez, les Chinois au Sahel. Les Chinois, depuis très longtemps, ils ont été des partenaires
discret et silencieux. La coopération chinoise et malienne ne s'est jamais arrêtée. Elle a évolué malgré les péripéties, malgré le bruit, le show autour là, les Chinois, ils étaient toujours calés sur leur objectif où ils étaient avec le Mali. Sur beaucoup de plans, les Chinois ont concrétisé la relation Mali-Chine. Les gens ne savent pas. C'est pour ça que je dis que c'est une coopération discrète. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan militaire, sur le plan défense, sur le plan économique, que les gens ignorent entre la Chine et le Mali, qui a toujours évolué. Pendant que d'autres étaient en train de chercher à dénigrer le Mali, à dénigrer les autorités comme étant un pays ingouvernable, un pays où rien ne peut se faire, aucune société ne peut résister. Les Chinois étaient là, ils frappaient à la porte. Ils étaient là, ils sont là, ils disent aux autorités que nous, on est intéressés par telle mine, on est prêt à exploiter. Et au-delà de la mine, ils étaient même dans la fibre optique avec Huawei. Hein. Voilà, Huawei était là il y a longtemps. Et Huawei, nous savons que Huawei, c'est la société mondiale par excellence d'équipement téléphonique. Badi est là, il peut le confirmer parce qu'il est du domaine. Mais je le sais, parce que même les déboires de la Chine et avec les États-Unis, c'est la question de Huawei, parce que Huawei a évolué sur la 5G. Ils étaient à un niveau où les États-Unis même n'y étaient pas d'abord. Vous voyez? Donc, la Chine, ils sont discrets, ils travaillent dans l'ombre. C'est juste que, comme tous les autres pays, le Mali doit savoir tirer son épingle du jeu, se faire respecter, assurer et insister sur ce concept de souveraineté et de maîtrise et de prise en main de son sous-sol, comme il le faut, bénéficier de ce qu'il y a, ce qui sort du sous-sol. Ce n'est plus avant où il faut juste extraire le minerai et le faire partir. Il faut évoluer dans les prochaines années avec ces sociétés chinoises-là, comment mettre en place les industries de transformation du lithium sur le territoire malien. Voilà, c'est ça qui va apporter de la valeur ajoutée, je pense. Et ça, c'est pas peine perdue, parce que les Chinois, ils connaissent l'importance de la relation, ils connaissent aussi l'importance des terres rares. Parce que, pour ne pas revenir encore sur cette question des États-Unis, pendant que tous les gens pensaient que tout le monde était parti, les États-Unis sont rentrés au Mali, dans les mines. Et le grand groupe qui est rentré pour la mine de Morila, nous savons que c'est un groupe par excellence. En fait, ce n'est même pas l'exploitation de l'or, leur grande spécialité. Leur spécialité, en fait, c'est le lithium. Et d'autres terres rares. L'opérateur américain qui était venu à un moment là et qui a... C'est un grand groupe qui est présent dans le monde. C'est pas seulement l'or, l'or c'est accessoire, mais c'est les terres rares. Le lithium et d'autres terres rares. Donc vous voyez. Et peut-être qu'ils étaient en train de se positionner dessus, mais vu qu'ils ont perdu le marché. Voilà, c'est ça. Non, c'est une manière de se positionner. C'est une manière de se positionner. Ils sont dans le temps. Parce que, comme on dit, rien n'est sûr de courir, il faut partir à point. Mais pourquoi les Chinois communiquent beaucoup moins sur les aspects politiques, militaires et autres que Washington et Moscou? Pour quelle raison? C'est stratégique. Ça doit être culturel. Je ne sais pas, c'est peut-être culturel. Non, c'est le consensus de Pékin. C'est le consensus de Pékin. Le consensus de Pékin dit quoi? Il y a des territoires, il y a un certain nombre de pays qui sont objets du droit international. Nous travaillons avec les pays sur des sujets qu'on aurait décidé avec ces pays. Ils vont être d'accord. On ne se prononce pas sur la gouvernance et la marche à prendre dans ce pays. On n'intervient pas pour mettre des puissances, pour déstabiliser un pays, exception de ceux qui sont les pays frontaliers où si des puissances extérieures viennent essayer d'avoir des dominations, comme l'Ukraine, comme la couronne autour de la Russie, comme Taïwan autour de la Chine, où des puissances extérieures viennent faire. Mais en ce qui concerne les pays qui ne sont pas frontaliers, qui n'ont pas de danger direct de menace de leur sécurité, ils n'interviennent pas. Ils n'interviennent pas. Oui, ça ne va pas commencer aujourd'hui. Depuis hier, c'était le cas. Demain, ça restera ainsi. Ceux qui font
Ceux qui te disent, bon, viens, on va travailler et puis il faut accepter l'homosexualité, on sait ce qui c'est sur cette terre-là. on les connaît. Voilà. Pour continuer sur la Les Chine, détails. en réalité, la découverte du lithium l'exploitation du lithium est un enjeu qui intéresse plus les Américains que le pétrole. Le pétrole, les Américains en ont en grande quantité. Ils ont des accords avec les Saoudiens, entre les pays du Golfe, Aramco et autres, qui leur donnent une profondeur stratégique de plusieurs années, disons même un siècle. Par contre, sur le lithium, la Chine est en train de prendre de l'avance. Parce que quand le lithium, le spodumène sort, il doit être transformé pour fabriquer essentiellement des batteries et autres. Il se trouve que les deux grands concurrents mondiaux sur la fabrication de batteries, c'est les Américains et les Chinois. L'essentiel du lithium qui est exporté ici et là finit dans les batteries chinoises et les batteries américaines. Donc, qui va contrôler cela? C'est l'intérêt. Asselou l'a dit, Flagship est connu et travaille déjà sur du lithium. Et donc, ils ont fait leur porte d'entrée par l'or. On sait qu'il y a des discussions en cours sur d'autres initiatives de lithium. Je rappelle aussi qu'à la base, ce n'était pas les Chinois qui avaient eu ces contrats de lithium, c'était les Australiens. Grâce à des opérations de marché, ils ont récupéré, notamment à la bourse australienne, ils ont fait des opérations, ils ont récupéré ces choses-là. Et donc, l'enjeu américain, il est à ce niveau. Et il y a des milliardaires comme Elon Musk et autres qui poussent pour que les États-Unis puissent garder ce contrôle sur le marché des batteries lithium qui drive tout l'électronique, pas que les voitures. Il n'y a aucun appareil électronique qui n'a pas de batterie lithium dedans, à commencer par les téléphones, les ordinateurs, tout ce qui fait tourner l'économie actuelle, qui traite les données, l'IA aussi, pareil. Bien Donc, sûr. les enjeux sont partout. Et autre chose, le nickel, il est aussi très fréquent au Mali. C'est encore plus critique. Prenez les processeurs, les composants électroniques qui contiennent du nickel, bauxite ici et là, d'où l'enjeu aussi du Congo. Du Congo, qui a aussi du lithium, il me semble. Rappelez-vous du deal de Trump des États-Unis avec Rwanda et Congo. C'est les mêmes sujets qui sont sur la table. Maintenant, la vraie question, nous là, comment on va tirer notre épingle du jeu pour ne pas être un punching ball et être maître de notre destin? C'est ça la vraie question. Et donc, quel avenir économique pour l'AES? On y viendra. On y viendra. Et attention, Ouais. le lithium constitue, comment dirais-je, une composante très importante dans la nouvelle génération d'armement. Ah, ça, je ne savais pas. Ah si, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la Chine et les États-Unis sont en train de se tirailler un peu. On ne nous donne pas exactement... Et il faut le on ne rappeler, développe hein, pas ça le lithium, exactement. on est 5e producteur Ouais, au monde, je mondial, crois. ouais. On risque de passer Ouais, mais premier on même est- on est- si voilà, tout le c'est déjà potentiel. clair. Ok, Le vas-y, continue. minerai, Assez. je pense qu'il vient de le dire, le minerai du lithium, c'est le spodumène, comme on le dit. Et je l'avais appris quelque part il y a de cela, je sais plus, je pense qu'on avait même échangé par rapport à ça. Donc j'ai compris un peu l'enjeu, quoi. L'enjeu, c'est pas seulement cette question de batterie et autres là. Cette question de batterie et autres là, ça, on est déjà passé dessus. Parce qu'ils ont fini avec, comme on dit, chez nous en Afrique, ils ont fini avec, parce que dans peut-être 10 ans, on dit qu'il y a certaines régions du monde, il n'y aura plus de voitures qui fonctionnent au carburant et autres là, ça va être électrique, cette question-là. Maintenant, la nouvelle donne, la nouvelle évolution, c'est quoi? C'est le développement de l'armement. Il y a des évolutions, il y a des recherches Oui. qui sont en train de démontrer que ces terres rares-là rentrent exactement dans le développement de ces recherches On a parlé de la Russie, des États-Unis, des États-Unis. Un de peu la Chine et l'Europe dans tout ça. L'Europe et la France. Bon, l'Europe, je ne sais pas. L'Europe, pourrait pas dire la France, qui a été le tuteur, qui s'est présenté tuteur légal de l'Afrique ou bien de nos pays du Sahel.
a eu des déboires qui leur coûtent très cher. On les a chassés, on leur a carrément arraché l'uranium du Niger. Et c'est un grand coup sur le plan politique. Vous pensez que c'est terminé la place privilégiée de l'Europe et de la France dans le Sahel? En tout cas, sous la forme qui existait, elle est finie. Ils peuvent revenir sur la pointe des pieds, mais ça va être une autre forme. Là, ils vont venir demander, ils vont venir échanger avec nos États comment est-ce qu'il faut mettre en place des nouvelles relations de coopération égal à égal dans le strict respect de nos États. La dernière fois, je le disais sur le poste de quelqu'un, que même les populations européennes se sont rendues compte qu'en fait, que ce que les politiques défendaient, ils disaient comme si c'était eux qui faisaient vivre nos pays là, en fait, tout était faux. C'est par rapport à ce qu'ils prenaient chez nous, qu'ils présentent comme étant l'aide qu'ils nous donnent, alors que c'est tout à fait faux, c'est archi faux. Aujourd'hui, les faits ont montré, ont mis à nu beaucoup de choses qu'ils n'ont pas voulu, mais le temps l'a démontré parce qu'ils n'ont pas pu faire partie les autorités en une année ou en 2 ans. Ils ont demandé des élections, etc. Ils ont passé par tous les moyens, ils n'ont pas pu. Maintenant, ils vont revenir. On ne dit pas qu'ils ne reviennent pas, mais ils vont revenir avec d'autres moyens, avec le respect de nos États, le respect des relations, en respectant notre intégrité, respecter notre souveraineté, pour établir de nouvelles relations entre les pays, je ne dis pas les pays africains, mais les pays de l'AES et la France en particulier. Maintenant, l'Europe, solidairement, c'est une communauté européenne, je pense qu'ils savent comment mettre en place les stratégies pour pouvoir échanger avec les pays du Sahel. En tout cas, j'ai l'impression que l'Europe, en tant que bloc, n'est plus dans la logique de laisser Paris être leur porte d'entrée dans le Sahel, parce que ça n'a pas marché. Ils ont constaté beaucoup de choses. Ouais. C'est quelque chose de... Tu sais, quand il y a un problème dans une famille, dehors, on va essayer de parler d'une seule bouche. Mais quand on va se retrouver à la maison, là, on va se dire les vérités. Bon, écoute, toi, là, c'est toi qui as merdé dans cette histoire. Maintenant, on est en famille, on se dit les vérités. C'est toi qui as merdé. Donc maintenant, on va essayer de régler cette situation. Tu vas te taire. Tu n'es plus essentiellement la seule personne qui doit diriger ça, parce qu'on a découvert des choses que tu nous as même cachées. Je crois que c'est les Allemands et les Espagnols ont été les premiers à commencer la présence militaire ici, là, il y a des choses que les Européens ont fini par découvrir que la France leur a cachées. Ah bon? C'est pour ça qu'ils ont voulu passer cette histoire de Takuba, etc. Ils ont brûlé les pistes. Mais ils ont été surpris par l'échec du pouvoir en place. En fait, c'est ce qui a vraiment mis à nu tout ce qu'ils faisaient de mauvais ici. Si le pouvoir faisait comme il fallait, ou le pouvoir était toujours en train de faire comme ça se passait, les choses n'allaient pas se voir aussitôt. Peut-être qu'ils auraient même réussi. Mais tu parles de quoi agenda. Précisément Moi, je parle de la question géopolitique sur le plan politique, la gestion de la rébellion, les histoires d'accords, les accords d'Alger qui n'ont jamais été respectés, qui n'ont jamais été appliqués. On va en signe, mais quand on revient, c'est les mêmes gens qui reprennent avec les armes. C'est quand même bizarre. Finalement, ça s'est métastasé juste dans la capitale. Et ça a touché la grogne et les gens se sont levés contre le régime en place. Voilà, on a vu, après on a découvert la mainmise de nos amis français qui étaient en train de bloquer tout. Vous voyez? Donc, historiquement, je pense que les relations vont avoir une nouvelle forme. S'ils veulent revenir, ça va avoir une nouvelle forme de respect envers nos pays. Donc, c'est la seule condition de leur retour. Sinon, nous, là où on est satisfait de ce qu'on est en train de faire. On est satisfait de nos nouveaux amis, s'ils veulent le dire. Donc là, je pense qu'on est arrivé à presque la fin de l'émission. Mais il y a un aspect dans toute cette géopolitique du Sahel qui m'intrigue, moi, et qui m'interroge beaucoup. Et c'est l'avenir des relations entre les deux nouveaux blocs qui existent dans la région, l'AES et la CEDEAO.
Comment est-ce que vous voyez un peu l'évolution de cette relation-là? On parle depuis plusieurs mois maintenant de discussions pour voir quelles vont être les relations entre l'AES et la CEDEAO. On a l'impression que ça tâtonne un peu. Il y avait un envoyé spécial qui avait été désigné par la CEDEAO, qui n'arrive pas à avancer sur le dossier. On ne comprend pas très bien comment vont se dérouler ces discussions et à quoi ça devrait aboutir, quoi. Quelle est votre lecture dessus? Je ne sais pas qui veut commencer, Asseydou ou Badi? Bon, je préfère qu'on parle, je vais rapidement brosser là-dessus, mais vous savez, de toutes les façons, la CEDEAO ne fait que gagner du temps. Elle n'a jamais abandonné en coulisses la dislocation de l'AES pour que les pays de l'AES les rejoignent. L'annonce rapide qui a été faite autour de l'ECO rentre dans ce cadre-là pour mettre la pression sur les pays de l'AES parce qu'en réalité, le sous-ensemble IEMOA, sous-ensemble de la CEDEAO, entre guillemets, veut fusionner l'IEMOA, veut empêcher que les pays de l'AES sortent de l'IEMOA avant que les pays de l'IEMOA puissent merger avec la CEDEAO. Et du coup, ça va donner la mort du franc CFA avant l'heure si les pays de l'AES sortent de l'IEMOA. Donc, ils essayent d'accélérer pour créer cette fusion-là. En réalité, sur le médiateur que la CEDEAO a désigné, les enjeux sont connus. Je pense qu'il n'y a même pas matière à négocier parce que les pays de l'AES ont déjà donné leurs grandes lignes et ce qu'ils sont prêts à accepter. L'AES a annoncé que les dispositions qui existaient entre les pays de la CEDEAO en termes de libre circulation et d'établissement et de faire du commerce, elle est prête à répartir sur les mêmes bases entre les deux entités. Elle est maintenue même d'ailleurs. Elle le maintient en tant que tel et du coup, de fait, s'il y a de nouveaux accords officiels qui viennent encadrer cela, ben, ça reprend ces éléments. De l'autre côté, la CEDEAO n'a pas répondu à cette logique, n'a pas donné ses intentions de ce qu'elle souhaite concéder lors de ces accords. Et je pense qu'elle ne fait que jouer la montre. Elle joue réellement la montre. Elle joue réellement la montre. Pourquoi? Tu parlais de l'Union européenne, mais on va laisser l'Union européenne et la France. On va dissocier les deux. Ils sont tellement allés loin dans leur logique qu'ils ne voient que la solution qui consiste à éliminer les pouvoirs actuels pour pouvoir revenir dans le jeu. Parce que ça sera difficile pour eux de se régner, d'avaler la salive qu'ils ont crachée par terre, de récupérer ça, de manger ça et venir un beau matin pour dire « ouais, on a compris, on est prêt à collaborer ». Mais est-ce que le départ d'Emmanuel Macron l'année prochaine, je crois c'est en 2027, non? Ouais. Est-ce que ça ne peut pas changer quelque chose dans les Je ne pense pas relations? que ça va changer structurellement les choses. Parce que ces choses-là relèvent beaucoup de l'état profond du système des CAC 40, des grandes entreprises françaises qui pilotent un peu ces intérêts-là au-dessus même de l'État français lui-même. Donc, des hommes politiques peuvent venir, Mélenchon ou Marine Le Pen, gesticuler là-dessus, mais les fondamentaux ne vont pas changer. Et il ne faut jamais oublier... Mais c'est extrêmement fataliste ce que tu dis là. On dirait qu'il y a... Il ne faut jamais oublier, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de grands secteurs de l'économie sont tenus par des multinationales occidentales, européennes et françaises, soit par des intérêts capitalistiques directs ou indirects. Donc, ils sont encore influents sur le secteur économique. La question des gestions de ports dans nos pays, la question, je ne parle pas de l'AES seulement, la question des acteurs dans le transport, l'audiovisuel, Canal+, qui est un vecteur important pour jouer sur les mentalités à travers les productions de séries, les productions culturelles, humoristiques, etc. Il ne faut pas l'oublier. D'autres secteurs, les télécoms, les sociétés de production d'électricité, les sociétés de gestion d'eau. Mais là, on sort du sujet. La CEDEAO et l'AES. C'est pour dire qu'il y a les enjeux là-bas. Maintenant, en ce qui concerne la CEDEAO et l'AES, comme j'ai dit, ils n'ont pas intérêt. Sinon, si c'est pour s'entendre sur les conditions de circulation et puis rajouter à ça d'autres clauses concernant les questions douanières, d'import-export, les taxes qui vont être mises pour les marchandises en provenance ou vice-versa. Ça devrait être clos rapidement, mais ils jouent la montre parce qu'ils espèrent
il compte sur la dislocation de l'AES. Ok. Moi j'ai l'impression vraiment que la CEDEAO est en train de jouer, comme tu dis, la montre, mais pas en comptant forcément sur la dislocation de l'AES, mais jouer la montre en attendant vraiment la mort de la CEDEAO elle-même, quoi. Parce que en réalité, l'absence des pays de l'AES de la CEDEAO, c'est de fait la fin de la CEDEAO en quelque sorte. Voilà. Ils font tout pour essayer de rattraper les quelques-uns qui allaient leur échapper. La Guinée, ce qui reste, le Sénégal. ce qu'il en reste. Ouais, ok. Parce que vous voyez, il y a une évolution des choses qui fait que la CEDEAO même est inquiétée. Et cette histoire de mettre en place un conseil spécial, je sais pas. Un envoyé spécial, de négociateur avec les pays de l'AES. Je pense qu'ils essaient de se réinventer. Ils reconnaissent un peu le problème de fond de la CEDEAO. C'est quoi le problème de fond Le de la problème, CEDEAO? c'est ce qui nous a fait sortir réellement. Parce qu'on a maintenu cette histoire de libre circulation des personnes et des biens. C'est la base d'existence de la CEDEAO. C'est tout. Ils sont venus ajouter certains protocoles, comme on dit, les protocoles additionnels et aussi la bonne gouvernance, etc. Excuse-moi. Attends, laisse-le terminer s'il te plaît. Laisse-le Qui terminer. n'est pas, ces histoires, ils l'ont ajouté, mais qui n'est pas respecté. 2 poids, 2 mesures. Il y a des pays, ils sont là tranquilles, des dirigeants qui ont décidé de rester en changeant leur constitution comme ils veulent. Ça n'a jamais été dénoncé. Mais quand il y a des mouvements par rapport à des peuples qui sont mécontents de la gestion du pays, qui ont décidé de prendre leur destin en main, au lieu de trouver des solutions concrètes, de régler le problème, vous décidez d'étouffer le pays, vous décidez d'étouffer les populations, ce qui va à l'encontre même des principes fondateurs de la CEDEAO. Et des pays ont décidé de prendre leurs responsabilités, de quitter purement et simplement, parce que la CEDEAO ne répond plus vraiment, réellement aux fondamentaux de leur création et autres. Ils ont décidé de quitter. Quand ils quittaient, tout le monde a crié, oh là, ça ne va pas aller. Mais au fur et à mesure, tout le monde constate que ça commence à porter ses fruits, cette histoire-là. Ça veut dire que c'est la CEDEAO même qui a mal aujourd'hui. C'est eux qui sont en train de reconnaître l'existence de l'alliance des pays du Sahel, des États du Sahel. Ils ont mis en place un expert pour négocier avec eux. Ce n'est pas pour leur dire, écoutez, revenez à la CEDEAO ou bien on va vous faire disparaître. Non, c'est pour échanger avec eux sur des sujets concrets. Mais il y a quoi à échanger à part la libre circulation, honnêtement? Mais la gestion peut-être, l'existence prochaine. Ouais. Ou bien... Tu vois, toi-même, tu as du mal à trouver. Négocier une mort certaine de la CEDEAO parce que la réussite de l'Alliance des États du Sahel, ça veut dire que la CEDEAO va se mourir petit à petit. Si ce n'est pas cette implication ou cette mainmise encore de cette France sur notre organisation sous-régionale, il y a des choses même qui dépassent l'entendement, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne doivent pas le faire. Sur le plan sécuritaire, la CEDEAO est où sur la lutte contre le terrorisme? Combien de temps au Nigeria, le Boko Haram décime des villages et autres? On n'a pas entendu la CEDEAO mettre en place des vraies forces pour lutter contre le terrorisme. Mais vous voulez mettre en place des forces pour faire partir un président. Et j'ai l'impression que la commission de la CEDEAO, qui, si vous l'avez bien remarqué, est passée sous l'autorité du Sénégal en quelque sorte. Biram Diop, ouais. Oui, sous l'autorité du général Biram Diop. Il y a une tentative de vouloir trouver le moyen d'opérationnaliser cette dimension militaire et sécuritaire dans la CEDEAO. Mais tout ça, vous voyez que c'est les actes de l'AES qui sont en train de les pousser à se réinventer pour ne pas qu'ils disparaissent. Parce que si la CEDEAO n'a pas de sens en réalité, actuellement. C'est un syndicat de chefs d'État qui se décide d'aller se réunir, prendre certaines décisions qui n'ont aucune portée après. Aujourd'hui, il y a eu ces mouvements-là, ces péripéties-là entre les États du Sahel et eux. Aujourd'hui, ils sont en train de vraiment réfléchir sur le fond et l'existence même de la CEDEAO. Donc, ça veut dire que l'Alliance des États du Sahel est en train de pousser la CEDEAO à se réinventer. Et puis, il y a une nouvelle génération de présidents qui sont en train de venir au sein de la CEDEAO. Vous avez vu le président nouvellement élu au Bénin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour des pays de la CEDEAO pour rencontrer
de l'AES pour rencontrer les différents présidents pour parler de quoi? Dieu seul sait, mais c'est pas pour venir les menacer. Et même là, on a voulu donner l'impression que le Mali était voilà, quelque chose à côté. Alors que c'est faux, l'agenda était clair, il a fait le tour partout. Ouais. C'est pas pour les menacer, mais c'est pour échanger sur certaines choses. Donc, pour l'observateur averti, je pense que la CEDEAO, même, ils sont en train de voir que la CEDEAO même est en train de se chercher, de chercher à se réinventer. La nomination du Sénégalais, un militaire à la tête, c'est pourquoi? C'est pour des stratégies militaires claires. Contre, je suis sur la menace réelle du terrorisme qui n'est pas du tout, qui n'est pas seulement aux frontières de l'AES, aux frontières de tous ces pays-là qui sont au sein de la CEDEAO. C'est le mal certain et le mal prochain qui est en train de déranger tout le monde. Donc c'est ça qui va montrer que la CEDEAO a compris leur échec. Ils ont compris qu'il faut vraiment se mettre au pas, épouser cette idéologie de l'AES, même si ils ne rejoignent pas l'AES, mais il faut commencer par ce chemin-là, sinon c'est pas bon pour eux. L'AES, en tout cas, l'AES est déjà parti. Vous voyez? Donc Badi, je pense que bon, sur le plan relation CEDEAO AES, ça va continuer et ça va s'établir sur les vraies bases de respect, de respect, de souveraineté, de sincérité diplomatique et sécuritaire, et puis pour le bien de nos peuples. Et puis de toutes les façons, la CEDEAO est le prolongement du consensus de Washington, avec les protocoles qu'ils ont rajoutés sur la gouvernance, la démocratie, soi-disant pour éviter les coups d'État, les condamner avec des régimes de sanctions, qui ne sont pas des vraies sanctions qui passent leur temps à violer. Et donc c'est logique que la CEDEAO se comporte ainsi, parce qu'elle s'est mise à faire la promotion des valeurs démocratiques ou des valeurs, d'un certain nombre de valeurs occidentales comme préalable au développement. Si elle s'était attelée aux échanges économiques, à l'aspect économique, à l'aspect monétaire, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et de toutes les façons, comme tu l'as dit assez doux, au niveau de la CEDEAO, ils sont obligés d'essayer de justifier leur pertinence. Parce qu'au-delà de cette question de libre circulation, les gens ont du mal à saisir les apports et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au quotidien des gens. Donc ça fait que ils sont en train d'être une organisation has-been. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils essayent de relancer la dynamique avec Diomaye. Ils essayent de mettre la jeunesse en avant pour essayer de promouvoir un certain nombre de démarches et d'actions. Mais si la CEDEAO veut vraiment le bien des populations, qu'on signe rapidement ces questions de circulation, qu'on clarifie la question des taxes dans les deux sens, des produits qui quittent l'AES vers la CEDEAO et de la CEDEAO vers l'AES. Et puis, bien évidemment, on pourra continuer. Parce que le problème, c'est que toutes ces mesures de libre circulation, de facilité, c'est aussi des mesures portées par l'UEMOA. Parce que quand tu regardes les échanges économiques des pays de l'AES, généralement, hors pays CEDEAO, les échanges ne dépassent pas 6 à 13%. C'est-à-dire que tous nos échanges, que ce soit en exportation ou en importation, on échange plus avec le reste du monde, les pays du reste du monde, que les pays de la CEDEAO. Je vais vous donner un exemple pour nos importations. Si on prend le cas du Burkina Faso, il n'y a que 4% des échanges qui vont vers les pays de la CEDEAO hors UEMOA. C'est-à-dire si on enlève les pays de l'UEMOA dans la CEDEAO. Donc 74%. Quand on prend le Mali, 62%. Que 2% avec les pays de la CEDEAO hors UEMOA. Le Niger, ça monte à 7% à cause des échanges qu'ils ont avec le Nigeria, qui est un pays frontalier, par exemple. Nous qui sommes exclusivement entourés des pays.
Donc quand on regarde cette structure économique, on se rend compte que en réalité, la dépendance et les échanges économiques avec les pays de l'AES, c'est plus fort avec l'UEMOA. C'est pour ça que je disais que la question de l'éco et de l'ensemble UEMOA est très importante. Parce que toutes les mesures de libre circulation qui sont dans la CEDEAO sont déjà dans l'UEMOA du fait qu'on partage la même monnaie. Donc ça s'est accompagné par un certain nombre de mesures économiques et de liberté. Merci. Je crois qu'on est bientôt arrivé à la fin de l'émission. On y est même arrivé. On a eu un débat passionnant avant que les batteries ne lâchent. Je crois qu'on va vous donner un dernier mot pour savoir qu'est-ce que vous pensez être l'avenir du Sahel dans les 10 prochaines années. Rapidement, en 1 ou 2 minutes, pour celui qui veut commencer. Bon, disons que les 10 prochaines années, le Sahel, vous voulez dire les pays du Sahel ou bien en gros sur le plan le Sahel? Le Sahel de manière générale. Le Sahel de manière générale, je pense qu'il y aura une forte évolution positive sur le plan politique et sur le plan sécuritaire. Vu les engagements, vu cette dynamique-là, je pense que l'avenir est prometteur et les résultats sont probants dès maintenant, quoi, sur le plan économique. Sur le plan social aussi, tout ce que nous sommes en train de mettre en place et tout ce que nous sommes en train de mener augure déjà quelque chose de nouveau, un vent nouveau, une nouvelle évolution, une nouvelle dynamique de développement. Et les péripéties, les problèmes que nous traversons nous ont permis de découvrir beaucoup de choses et de lutter contre la gangrène depuis la base pour pouvoir évoluer. Donc, le développement sur le plan social, économique est prometteur au Sahel. Merci à Seydou Maïga. Je rappelle, Seydou Maïga est consultant et analyste politique à ses heures perdues, comme il dit. Merci vraiment d'être venu aujourd'hui et on se dit à bientôt, j'espère. À très bientôt. Très bien. Badi Aïdara, pour ta conclusion. Sur les 10 prochaines années, je pense que les défis sont assez clairs. Sur le plan de la géopolitique et de la diplomatie, il faut diversifier davantage nos partenaires, notamment avec l'Iran qui a montré son savoir-faire sur un certain nombre de technologies. Je tiens à faire donner une information importante ici. On a le centre d'intelligence artificielle, le CIAR, qui a été créé, qui a un partenariat scientifique avec un certain nombre d'universités, notamment des universités iraniennes, notamment des universités russes et des universités de d'autres pays pour nous accompagner sur ces sujets-là, où on sait que ces pays ont la maîtrise technologique. Et pour les aspects économiques, je pense qu'on doit rapidement s'attendre à un rapprochement économiquement des pays de l'Est avec le BRICS. Le BRICS a pour objectif d'accepter des membres qui sont influents géopolitiquement du point de vue des ressources. C'est pour ça qu'ils ont rapproché l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, etc., pour que le BRICS puisse être constitué de pays qui pèsent sur le pétrole, sur des matières importantes. Et il faut qu'on continue dans ce sens pour pacifier. Nous espérons que dans 10 ans, on sera plus dans des débats de satellites, d'invention, de technologie et autres, et que ces questions sécuritaires de terrorisme seront derrière nous. Et il faut qu'on continue dans cette logique. COD, je ne peux pas terminer sans faire une précision importante. Rapidement, parce qu'on est vraiment à la fin. Poutine avait dit, Hollande avait remonté une discussion avec Poutine quand il n'était plus au pouvoir. Il disait qu'ils étaient en train de discuter d'un sujet. Et Poutine lui dit, de toutes les façons, toi, tu vas partir au bout de quelques années. Moi, je serai encore là. Ça veut dire que les résultats qu'on veut avoir, ces résultats-là doivent s'inscrire sur la longue durée. On doit continuer sur cette logique pendant plusieurs années pour pouvoir voir les résultats de cette dynamique-là. C'est très important de dire cela. Ce n'est pas une question d'homme,
C'est une question de vision. Les hommes partent et reviennent, mais cette vision-là, on doit la prolonger, la pérenniser sur une longueur d'année, sur beaucoup d'années, de telle sorte que il n'y a pas de raison que cette zone du Sahel ne soit pas comme les pays du Golfe en termes de développement, de création de nouvelles villes, etc. Nous espérons que dans 10 ans, nous commencerons à avoir les grands buildings, les grandes villes émerger dans le Sahel et qu'on pourra aller faire du tourisme et profiter de notre beau désert, le plus beau désert du monde. Merci, c'est sur cette magnifique note que je vais remercier Badi aussi d'être venu. Badi Aïdara qui, je le rappelle, est statisticien et... analyste aussi à mes heures. Ouais. Spécialiste en Big Data et IA. Big Data et IA, un sujet passionnant qu'on aura l'occasion de revoir, enfin de rediscuter à d'autres occasions. Et c'est sur cette note-là que je vais conclure cette émission en rappelant que le Sahel, il a toujours subi la géopolitique dans le passé. Et aujourd'hui, on a le sentiment que pour une fois dans l'histoire de ce Sahel-là, on est en train de revenir dans la maîtrise de cette géopolitique qui est en train de se faire chez nous. Et le Sahel ne dépendra pas autant des intentions des grandes puissances que de notre propre capacité à nous-mêmes à maîtriser notre destin et à donner une trajectoire claire à ce Sahel. Et j'espère que cette émission vous aura permis de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans notre Sahel, la lecture que certains analystes, à leurs heures perdues, ont de la situation. Et je vous informe que le mercredi prochain, il y aura la diffusion d'un nouvel épisode de notre série L'Angle africain, qui se fait, elle, en bambara, mais qui aura aussi ses déclinaisons en français. Et le prochain épisode porte sur les codes de la puissance. Quels sont les différents codes qui font la puissance des États d'aujourd'hui? Et quels étaient les codes de la puissance dans le passé? Donc, je vous invite à vous abonner à notre page si vous appréciez nos programmes, à commenter, à partager nos différentes émissions et surtout à nous dire en commentaire ce que vous pensez être l'avenir géopolitique de ce Sahel. Sur cette note, je vous dis à très bientôt. Vous étiez sur Dakan dans l'émission COD sans filtre. Dakan, votre chaîne claire, nette et africain. Merci beaucoup et à bientôt. COD sans filtre.